Bonjour à toutes et à tous. Euh, bon, je me présente rapidement. Bon, je suis psychopraticienne. Donc, autrement dit, j'ai fait un cursus de formation en psychothérapie. Certes, en tant que psychothérapeute en région parisienne et dans l'Oise. Et j'ai indiqué aussi l'éco-psychothérapie. Bon, c'est en fait une approche où maintenant on sort du cabinet quand on va dans la nature ou dans la forêt. Voilà. C'est une nouvelle pratique assez récente, mais qui est assez pensée aussi. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc, comment on peut changer un petit peu le cadre? J'anime des groupes de parole, en particulier sur ces sujets. Enfin, j'en ai animé plutôt. Et j'interviens, bon, là, j'en parlerai tout à l'heure, sur l'éco-anxiété, bien sûr, sur les façons de travailler dans la nature. J'articule le travail dans la nature et parfois des temps de formation, les enjeux climatiques, parce que je fais on est presque du climat, je suis un peu à cheval sur plusieurs domaines. Et puis, je parlerai un petit peu de ce que je fais dans une école d'ingénieurs pour voilà, accompagner former plutôt des étudiants. Précédemment, j'ai fait pas mal de choses dans l'enseignement agricole, beaucoup d'actions dans le monde associatif aussi, sur la question notamment de la transition alimentaire. Voilà. Et je suis membre, évidemment, c'est pour ça que je suis là, je suis membre du RAFU, donc réseau d'accompagnement professionnel face à l'urgence écologique. C'est un réseau qui a été créé il y a 5 ans par 3 personnes. Aujourd'hui, comprend une quarantaine de membres. L'idée étant d'avoir pris conscience à ce moment-là un petit peu du manque de prise en compte de cette question de l'éco-anxiété dans un champ professionnel plutôt psy. Mais il y a différents cercles, puisqu'on est en sociopratie. Il y a un cercle de psy, il y a un cercle de coach, de sophrologue, il y a des médecins. Il y a aussi un cercle assez récemment de toutes les personnes qui animent des groupes, aussi de personnes qui étaient plus sensibles. Oui, ce profil-là. Bon, là, je ne vais pas rester longtemps. Hein, c'est juste que souvent, j'introduis la conférence, dans certains cas, avec la question des limites planétaires, parce que, bon, évidemment, je ne vais pas convaincre ici du sujet, vu le public, mais parfois, c'est utile de rappeler qu'il y a un problème environnemental. Et cette manière de l'aborder, puisqu'on peut l'aborder de plein de façons différentes, c'est aussi de faire entrer dans la question des incertitudes dans lesquelles on est et donc dans lesquelles chacun peut aussi se sentir. Voilà pourquoi j'ai choisi ça comme intro, on va dire. Alors, donc, j'ai essayé de développer ça en plusieurs points. D'abord, l'éco-anxiété, les pistes pour la gérer, les enjeux de l'action, et puis quelques commentaires sur la partie psy. Et enfin, bon, accompagnement et régulation, bah, ça va être plutôt ce que je vais évoquer là autour des étudiants. Alors, d'abord, le concept. Bon, qu'on connaît en France, en gros, depuis 2019, grosso modo, par les médias. Donc, c'est un mot qui est un peu valise, parce que c'est le premier mot qu'on a utilisé pour parler des difficultés psychologiques dans lesquelles l'avenir de la planète mettait un certain nombre de personnes. Pour autant, il n'y a pas eu, de définition médicale, et tant mieux. Voilà. Donc, c'est juste un mot un peu global. Il y a des réflexions sur ce mot aussi. Bon, je vais citer quelques personnes, mais si vous voulez savoir plus de choses, je pourrais aussi renvoyer une vidéo après. Un certain Alexandre Sinanian qui travaille là-dessus, qui est un clinicien et un chercheur. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur ce mot où on dit finalement, il est contestable, mais au moins, il nomme un problème qui n'est pas très clair, mais il le nomme, plutôt que rien. Bon, donc tout ça pour dire qu'il y a eu quelques définitions quand même qui ont été lancées, mais qui ne sont pas universelles. Bon, les premiers temps où ça a été abordé, c'est les années 90, 97, plutôt dans les pays anglo-saxons. En 2017, il y a eu le rapport de santé mentale en lien avec le climat américain, enfin de l'Association américaine de psychiatrie, qui a défini ce terme comme une peur chronique du désastre environnemental. Mais bon, ça reste quand même assez flou. Et là, bon, moi j'ai choisi cette définition de Hogg. Alors Hogg, c'est un chercheur qui fait partie d'une équipe de chercheurs à la fois Australie et Nouvelle-Zélande. Voilà, j'ai choisi celle-ci, détresse mentale et émotionnelle en réponse à la menace du changement climatique et aux problèmes environnementaux mondiaux. Bon, on aurait pu en mettre d'autres, mais celle-ci, je trouve plutôt assez complète. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire sur ce thème, c'est que c'est, comme vous le voyez, c'est en réponse à la menace. Donc, on est sur une dimension prospective. On n'est pas forcément encore touché concrètement, mais
on se met dans on est dans une anxiété qui anticipe en fait le problème. Euh, alors, je vous ai dit tout à l'heure que ce mot était mis en cause un petit peu, en tout cas questionné. Et aujourd'hui, on utilise plutôt dans notre champ professionnel le terme d'éco-émotion, un mot plus large, qui peut aussi être questionné, parce qu'il n'y a pas que des réponses émotionnelles, mais enfin, en tout cas, il y a de multiples émotions que ça peut générer. Et donc, on parle d'éco-émotion. Voilà. Et des ressentis, qui sont encore là dans d'autres registres. Hein. Mais ce n'est pas uniforme du tout. Un troisième point, c'est que c'est normal d'être inquiet et c'est rationnel d'être inquiet, en fait, plutôt qu'autre chose. Et donc, ce n'est pas pathologique. Alors, tout à l'heure, j'en parlerai. Parfois, ça peut devenir en cas de gros envahissements psychiques. Et là, c'est un autre sujet. D'accord? De manière générale, voilà ce qu'on peut dire. Alors là, je vais faire un petit commentaire aussi. J'ai apporté le bouquin d'ailleurs. Petit livre 2 sur, entre guillemets, vie pour être anxieux. Donc, que je vous recommande, Charlie Schmerber. C'est elle qui justement est à l'origine du réseau avec des personnes, qui a le mérite de vulgariser un petit peu le sujet, de donner un petit peu d'adlar sur ça et puis de conseiller ou de permettre à des gens en autonomie, voilà, de réfléchir à ça. Elle a fait une première étude, enfin une enquête qui n'était pas du tout dans un cadre de recherche, hein, c'était 1300 personnes sur Internet, ça n'a pas valeur, si vous voulez, scientifique, vraiment. Mais bon, il y a quelques remarques quand même qui sont peu généralisées, je pense. Et on constate que ça date déjà de 3-4 ans, mais ça se prolonge. En fait, souvent, on parle d'éco-anxiété parce que c'est dirigé vers le problème de l'écologie. Mais en réalité, l'anxiété est aussi vécue par rapport à tout le contexte qui change. Hein, c'est-à-dire, ça peut être l'accès alimentaire, ça peut être l'accès au système de santé, ça peut être la crise économique. Donc, c'est rarement, uniquement une anxiété dirigée vers la question écologique. Mais ça peut l'être en cas de personnes qui s'obsèdent beaucoup, mais souvent, c'est quand même un peu global. Alors, un autre mot qu'on entend aussi, c'est solastalgie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ce mot. Non? Parfois, dans les médias, ils mélangent les deux mots d'ailleurs. Ce n'est pas tout à fait la même idée. Là, c'est une détresse psychologique liée à la perte de son environnement. Donc là, on est dans rétrospective, entre guillemets. Ça a eu lieu, et on est mal parce qu'on a perdu des éléments de son environnement. Donc Glenn Albrecht, lui, c'est un Australien, c'est le titre de son ouvrage. Donc lui, il a mis ça comment dire, il a nommé ça suite à un débat de détresse psychologique dans lequel étaient les aborigènes suite à la destruction de leur contexte, enfin, de leur cadre de vie, enfin leur lieu de vie. On pourrait le dire pour plein de populations sur la planète d'ailleurs. Il a eu donc suite à aussi un lien fort avec son lieu de vie. Et ici, ça peut arriver aussi. On peut aussi se trouver confronté face à une transformation de son environnement et se sentir mal de ce fait. Alors, les différentes problématiques. Alors, la première chose, c'est la question de l'isolement, c'est-à-dire ce qui est le plus difficile à vivre pour les gens, c'est quand ils se sentent concernés par la question écologique, par exemple, et en étant isolés dans leur milieu professionnel, par exemple, ou dans leur milieu familial. Et ça, c'est très compliqué, en fait. Donc, la première des choses, bon, je ne vais peut-être pas vous dire voilà le problème ou la solution, entre guillemets, mais je vais commenter au fur et à mesure. Évidemment que ça, à ce moment-là, l'idée, c'est que les personnes ne restent pas isolées, seules, qu'elles puissent rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes préoccupations qu'elles, de base. Hein. Voilà. Après, il y a la question du sens aussi dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que ça marche. C'est quelqu'un qui a laissé son micro. Ok, d'accord. La question du sens, bah oui, je remets en cause, bon, ça vous connaissez, hein, je remets en cause mon travail, ce que je fais parce que ça n'a pas de sens, je vois à quoi je contribue et je bifurque, hein, voilà, c'est un classique du sujet. Ensuite, parentalité, bah, ça va être la question de est-ce que je fais des enfants ou est-ce que je ne fais pas d'enfants, notamment. Ou j'ai des jeunes enfants, je m'inquiète aussi parce que, voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, ça tourne autour de ça. Le mode de vie, bon, là, ça va être, dans un cas excessif, ça va être absolument tout changer de ma vie pour être cohérent. Bon, très compliqué.
Bon, changer, c'est bien, mais c'est dans quelle mesure et comment on s'y prend, quoi, comment on fait avec la complexité de ce changement, vu qu'on est dans un contexte qu'on ne maîtrise pas. Voilà, ça, obligatoirement. Donc, c'est toute cette question du changement du mode de vie qui, à la fois, est positive par rapport à la passage à l'action, mais qui peut être aussi anxiogène. C'est-à-dire que je n'y arrive pas. J'ai tout fait, mais j'y arrive toujours pas. Je peux pas tout. Vous voyez, c'est ce sentiment-là qui est anxiogène. Bon, voilà quelques points. Ensuite, les risques individuels. Bon, c'est d'être envahi par ça. Les principaux effets étant une anxiété ou des crises d'anxiété, carrément une dépression, un état dépressif, et de l'apathie, c'est-à-dire rester vraiment complètement à plat. Et ça peut être l'autre côté aussi, je ne vais pas noter là, mais ça peut être le burn-out militant. Hein, ça existe aussi, c'est-à-dire des situations où les gens s'engagent à fond parce qu'il faut absolument sauver la planète et ils ne s'écoutent plus, quoi. Donc ça arrive aussi dans le plan associatif. Voilà, militant. Dans les risques, c'est en fait de déplacer les responsabilités qui sont ailleurs, de regarder le problème en mettant le problème dans le champ psychologique. C'est une conséquence. Hein. La responsabilité, elle n'est pas au niveau de l'individu dans son champ psychologique, la responsabilité est ailleurs. Ça m'évoque un peu justement les problématiques de burn-out aussi dans les entreprises. Hein. Voilà. C'est facile de mettre les gens dans des conditions difficiles. Voilà. Donc, c'est faire attention à ça. C'est pour ça que ça a été contesté. Je pense qu'il y a des gens ça énerve, hein, ce thème. Hein. Voilà. Et puis, instrumentaliser les angoisses, c'est-à-dire que quand on est complètement perdu, angoissé par l'avenir du monde, on peut se mettre à croire à des choses complètement fausses ou adhérer à certaines thèses. Vous voyez, c'est ça le risque, en fait, collectif. Oui, alors là, j'ai juste mis une petite référence euh, pour la recherche, on s'en dit tout à l'heure. L'échelle de Hogg, j'ai parlé de ce chercheur tout à l'heure. Et donc, Hélène Jalin est une personne du RAFU qui fait une thèse actuellement sur le sujet et qui a conçu un outil de diagnostic à partir de 3 grandes catégories. Les manifestations anxio-dépressives, donc des questions sur, est-ce que je dors, vous voyez, voilà, qui peuvent se rapprocher d'un diagnostic sur la dépression. Les difficultés relationnelles, que j'ai dit tout à l'heure, et l'obsession pour l'écologie, c'est-à-dire les gens qui s'obsèdent à vraiment suivre tout sans arrêt. Et là, donc on coche des cases et on voit quel degré d'éco-anxiété, dans quel degré on se trouve. Alors, quel sens pourquoi cette éco-anxiété? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Hein. On peut se dire que peut-être c'est quand même un peu, je sais pas si naturel, en tout cas normal, que l'humain soit atteint au niveau de sa santé mentale compte tenu de ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer aussi. Et que d'une certaine manière, ça fait. Alors, moi, ça, c'est un point de vue très personnel. Je trouve que ça fait arriver dans le champ de la formation, notamment, ces questions de l'humain et de son psychisme, pas seulement la dimension cognitive, mais aussi son être entier, j'ai envie de dire, ses émotions, ses ressentis, etc. Ça amène ce thème qui n'est pas forcément amené au départ, enfin, classiquement dans les formations. Juste une anecdote, puisque j'interviens à l'UTC de Compiègne, l'école d'ingénieurs, on leur a déjà demandé ce qu'ils ressentaient dans les moments d'un cours X ou Y. Jamais on a demandé à un élève ou à un étudiant, alors c'est peut-être pas votre cas, hein, je ne porte pas de jugement général, mais classiquement, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas du tout, en fait, cet espace-là. Donc là, le fait que l'éco-anxiété arrive, et qu'on se dise, oui, quand même, là, il va falloir écouter un peu ce qu'ils vivent, les étudiants, comment on gère ça, les annonces, éléments scientifiques, voilà. Ça amène ce thème-là, en fait, dans le champ de la formation, ou dans d'autres domaines d'ailleurs aussi, dans le champ du social aussi, dans d'autres domaines. En tout cas, c'est pas forcément une si mauvaise chose sur cet angle-là, parce que c'est la question de l'adaptation, en fait. C'est-à-dire que ça travaille, ça aide l'humain. Enfin, on pourrait dire que le fait de prendre en compte ces éléments joue sur la capacité de l'humain collectivement à pouvoir traverser ces épreuves, voilà, cette vision des choses inquiétantes. Et d'anticiper, du coup, plutôt que de rien voir et on est mis. Voilà. Lanceur d'alerte, dans certains cas, oui, c'est des personnes qui jouent le rôle de lanceur d'alerte. Donc, voilà. Alors là, je ne sais pas combien de temps il me reste, Sébastien. Oh, c'est bon. Je m'inquiétais d'être un peu prise par le temps. Ça va, je pense. Approche, donc oui. Je rajoute des petits compléments.
Dans le domaine où je suis, moi, donc, ça s'appelle l'analyse psycho-organique. Bon, c'est un domaine où on travaille sur la thérapie psychocorporelle, où on intègre évidemment la dimension émotionnelle, corporelle, etc., qui vient du champ de la psychanalyse, quand même, il faut le dire. Donc, j'aime bien ce concept d'inconscient situationnel. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il explique bien. Bon, en fait, bon, ça, je pense que même si vous n'êtes pas dans le champ de la psychanalyse, bon, c'est rentré maintenant dans les connaissances générales, qu'on a un inconscient, enfin une partie de nous qu'on n'est pas conscient et qui donc a une propre perception, réaction. Voilà, il y a tout un univers interne, on va dire ça comme ça. Et en fait, bah, il est touché par l'extérieur. Il n'est pas le même selon le lieu où on se trouve, déjà de base, quoi. Si on est à un endroit ou à un autre, il n'est pas activé de la même manière. Donc à partir de là, ça va dans le sens du fait qu'il y a une perméabilité en fait entre l'intériorité, la vie psychique de la personne et l'extérieur. Et bon, on peut nommer ça comme ça. Bon. Après, on peut aussi nommer ça sous forme de métacadre. C'est Alexandre Sinagnan qui a repris des concepts du précédent psychologue, qui a un peu la même idée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, on a besoin de repères et d'intégrer aussi bien, ça peut être le cadre de son lieu de vie que le cadre de son établissement scolaire, que le cadre de sa ville, de son pays. Enfin, on a besoin, en fait, on est très en interaction. Et ces éléments-là, ils sont dans une espèce d'interface et conditionnent en fait notre état d'être. Et quand plusieurs éléments comme ça se cassent ou se dégradent, ben, on est forcément touché intérieurement. Voilà, c'est pas si, vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc là, bon, lui, il a beaucoup travaillé dans le champ des organisations plutôt sanitaires et sociales, où là, il y a tout un malaise aussi, hein, actuellement, où là, on voit bien que quand il y a des dysfonctionnements dans les structures, ben, ça touche en fait la personne elle-même, le travailleur de la structure. Parce que ça fait partie aussi de cette dynamique psychique. Vous voyez, bon, donc tout ça pour dire que euh, on est fortement, on est plus peut-être qu'on ne le croit en relation avec l'extérieur. Et que là, avec la question des grandes données de la planète dans l'avenir, sur le plan climatique, écologique, biodiversité, enfin, énergie, tout ça, ben, en fait, ça bouscule énormément les repères qu'on a pu avoir pendant des années. Et ça se conjugue parfois avec d'autres pertes de repères, hein, si on a des difficultés dans son boulot, si on a des difficultés familiales, tout ça. Et donc ça se cumule un peu, c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc un deuxième élément, approche politique et sociologique. Bon, alors là, c'est pareil, je cite mes sources, Jean-Baptiste Monville, qui lui est un sociologue, voilà, sociologue, à partir d'enquêtes aussi qu'il a fait dans les quartiers. Enfin bon, il y a toute une base hein, de recherche. Euh, et il a écrit La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public. En gros, sa vision, c'est que on a individualisé la responsabilité et que pendant ce temps-là, pendant que tout le monde faisait ses petits gestes, ben, on se posait moins la question des grands déterminants et des grandes causes politiques du problème. C'est court, et c'est un peu ça. Donc, ça pose des. Vous voyez, à la fin, quand on met ensemble ces deux éléments, c'est-à-dire à quel point l'environnement est mouvant et incertain, et d'autre part, voilà, il faudrait que chacun. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais il y a une espèce de pression à faire des micro-gestes qui peut parfois être envahissante. En fait, tout ça, ça va dans le même sens de mettre en grande incertitude, on va dire, voilà. Voire déstabiliser des personnes, des individus. Il y a les deux aspects, je trouve, qui se conjuguent. Alors, les réalités statistiques, oui, je n'ai pas dit d'ailleurs, merci aux quelques personnes, enfin, je crois qu'il y a 10 personnes qui ont répondu à le questionnaire qu'avait envoyé Sébastien. Bon, c'était juste pour avoir une petite idée des questions que le public se posait, mais c'est pas gênant. Donc, de temps en temps, je rebondis parce que je sais que c'est une question qui avait été posée par une personne. Voilà. Donc là, ce qu'on cite tout le temps dans ces apports sur l'éco-anxiété, c'est l'étude qui a été réalisé en 2021 sur 10 pays, à la fois occidentaux et non occidentaux. Et on a analysé à partir de 10 000 jeunes, qui avaient 59% très ou extrêmement inquiets et 45% affectés dans leur vie quotidienne. Ça, on la retrouve. Elle a été publiée dans le journal Le Lancet, qui est un journal scientifique, donc on peut la retrouver. Donc je rajoute une qui peut peut-être vous donner dans le champ de l'enseignement,
qui a été faite par la Maïf en 2023. Vous pouvez la retrouver sur le site de la Maïf, auprès de 1000 personnes, 1002 personnes. Bon. Alors là, toute cette question, évidemment, ces statistiques et ces enquêtes, c'est aussi la question de la manière dont on pose les questions. Hein. Voilà. C'est toujours ça, la difficulté. Ou quand même, d'après l'enquête, l'environnement est une préoccupation majeure pour 91% du grand public. Ça ne veut pas dire que les gens sont anxieux, travailler, c'est pas ça. Ils disent oui, c'est une préoccupation. Et puis, par 96% des enseignants. Globalement, vous voyez, l'éco-anxiété fait plutôt encore sens pour les enseignants. Donc, il y a un petit décalage. Les enseignants sont un peu plus touchés par cette question, en résumé. Et il y en a une autre que je n'ai pas mis là, qui a été, si ça vous intéresse, il faut aller sur la Fondation Jean Jaurès. Et là, récent, hein. Donc la Fondation Jean Jaurès, vous connaissez la Fondation Jean Jaurès? Bon, voilà. Donc là, pareil, il y a une enquête en novembre 2023 qui est sortie, qui a été faite sur l'année 2023 et qui, pas de 1000 personnes, pareil, 1000 personnes, avec est-ce que l'actualité climatique génère de l'anxiété chez vous? Donc 21% de façon régulière, 45% occasionnelle. Voilà. Donc ça rejoint. Il y a une augmentation qu'ils ont comparée avec il y a un an ou deux. Et bon, d'après cette enquête, il y a 20% des Français qui sont vraiment dans l'évitement et dans le déni. Alors, peut-être que vous pensez que c'est plus, mais en fait, c'est ce qui est sorti de cette enquête. Après, c'est compliqué parce que on peut être dans l'évitement pour juste ne pas être trop envahi par le sujet et pas être dans le déni. Enfin, c'est très subtil tout ça. Alors, là, on va parler de l'accompagnement, on peut dire. Alors, je vais essayer de ressortir quelques trucs. Avant de parler de ces dispositifs, on pourrait dire complètement en liaison avec le sujet, je pense qu'il faut, avant l'accompagnement, je dirais, il y a une espèce de prévention qu'on peut avoir de type rééquilibrage. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire rééquilibrage entre la partie plus cognitive, c'est-à-dire tout ce que je peux recevoir comme information, la partie émotionnelle, corporelle, c'est-à-dire comment j'intègre ces informations. C'est pas juste je suis devant des réseaux, devant des émissions, et voilà. C'est comment j'ouvre un espace à ma personne pour avoir du temps, pour pouvoir peut-être partager ce qui se passe quand je reçois ça, pour peut-être aussi avoir une prise en compte de son état corporel également. Fatigué, je n'arrive pas de vous voyez, je sors, et là, la place de la nature est importante, c'est vraiment une bonne un bon moyen, en fait, de se rééquilibrer. Hein. Je ne sais pas si je le dis après, mais je vais le dire maintenant, du coup. C'est qu'on sait aujourd'hui qu'aller aller en forêt, par exemple, il y a des études, ça, sinon c'est chiffré, hein, sylvothérapie, etc. On peut vraiment avoir une incidence sur l'hypertension et sur les états dépressifs. C'est avéré, il y a des recherches. C'est pas juste voilà, une vibration. Donc, en réalité, c'est vraiment un bon moyen de se rééquilibrer aussi. Donc, comment on peut avant de se faire embarquer dans quelque chose qui serait dans l'éco-anxiété forte, voilà, comment on peut être un peu conscient de ce qui se passe et rééquilibrer un peu son mode de vie, sa vie. Donc ça, c'est un premier point. En effet, oui, je voulais juste dire que du fait de l'accélération, de la virtualisation, tout ce qui est technologie, tout ça, ça va dans le même sens, en fait. Vous voyez, ça se combine. Donc, après, il y a des sources aussi, il y a Hartmut, Rosa, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être. Voilà, ça, donc ça veut penser aussi, ça, voilà, la question de l'accélération, en quoi ça va nous, voilà, comment ça s'articule avec notre vie, façon d'être au monde. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est justement dans notre rapport au monde, c'est voilà, c'est comment on fait avec cette masse d'informations. Donc ce qu'on dit aussi nous, parce que moi je reçois des personnes en cabinet en individuel. Pour certaines personnes, c'est parce que justement ça débordait, je dirais. Hein, c'est pas on ne conseille pas ça, évidemment, à tout le monde, c'est pas le sujet, mais il y a des personnes pour qui ça déborde vraiment, c'est hyper compliqué de vivre comme ça, avec ça, donc ils sont dans l'état d'anxiété, etc. Donc là, une des premières choses, c'est de doser, limiter en gros, ce contact, enfin, ce contact avec le flux d'informations, quoi. C'est-à-dire réduire, quoi. C'est pas mal de réduire, comme ça qu'on sera plus au courant de rien. Et c'est un des premiers trucs qu'on dit aux gens, hein, c'est voilà, mesurez un peu ça, prenez peut-être moins de temps là-dessus. Voyez à quel moment ça devient trop, etc. et révisez. Voilà.
Donc, c'est aussi dans ce rapport au monde comment on fait, quoi. Euh, comment on se préserve, en fait, psychiquement. Et un troisième élément, donc, qui ressort un peu dans tout ça d'ailleurs aussi, c'est la question du collectif, c'est-à-dire que c'est un problème qui est causé par une situation globale, c'est pas c'est un problème qu'on traite au niveau individuel. Vous voyez, je l'ai mis à la fin, parce que nous, on est tous des praticiens en individuel et parfois en groupe. Mais c'est l'ultime, voilà, l'ultime entre guillemets solution quand vraiment c'est trop, parce que voilà, c'est bien d'aller à ce moment-là voir quelqu'un, une personne, un professionnel. Mais avant tout ça, ben, c'est plutôt des accompagnements collectifs. Donc là-dedans, il y a des groupes de parole, un cercle d'échange, il y a des cafés climat à Paris aussi. Bon, à l'Académie du climat, il y a pas mal de choses, vous avez peut-être déjà entendu parler de tout ça. Donc il y a des choses aussi qui permettent, des espaces qui permettent aux personnes que ça travaille d'échanger. Et évidemment que le groupe est euh, un grand contenant, je ne sais pas comment dire ça, un espace qui est vraiment favorable à pouvoir à la fois dire ce qu'on ressent, pas être tout seul à voir, pas être tout seul face à ça, sentir que d'autres aussi ont les mêmes euh, actions, etc. Vous voyez, c'est très très important. Ça peut paraître parfois, on peut dire oui, mais alors là, tout le monde va rentrer dans des choses négatives. Pas du tout, en fait. Ça aide plutôt à reconnaître, et puis les gens font des pistes, et puis vous voyez, c'est très dynamique. Deuxième élément, renforcer son lien avec la nature. Bon, je l'ai déjà un peu dit. Donc, effectivement, ça peut être fait par des choses très simples. Donc, parce que la nature, c'est aussi des dynamiques de vivant, avec des logiques, vous pouvez expliquer ça. Donc, ça peut être vraiment très important. Ensuite, il y a tout un champ aussi avec l'imaginaire, l'art, les récits, c'est-à-dire comment on peut sortir des conditionnements dans lesquels on peut être par rapport à l'avenir, parce que c'est quand même... Nos inquiétudes sont aussi marquées par un modèle de société avec certains conditionnements. Hein, voilà, les gens qui cherchent là-dessus aussi. Donc, déconstruire ça et imaginer d'autres choses, ça permet quand même de sortir en fait d'un enfermement quelque part dans une problématique. Ça ne va pas résoudre certainement tout, mais ça va aider à mettre en mouvement quelque chose. Et ça peut être très bon aussi face à l'ITER par rapport à l'état dans lequel on est. Alors après, il y a la psychologie existentielle. Donc là, c'est le sens. Donc là, c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez ce champ-là, c'est Viktor Frankl. Donc c'est quelqu'un qui était un psychiatre qui était dans les camps de concentration. Donc lui, c'est plutôt comment on fait pour garder du sens alors que on voit qu'on est dans une situation absurde. Donc ça aussi, c'est un champ. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'exemples à vous donner, mais ça peut être un axe. Évidemment, la psychothérapie individuelle. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Oui, donc je n'ai pas développé le travail qui relie parce que je pense que... Et agir, bien sûr. Alors agir parce qu'évidemment, l'action, ça permet plusieurs choses. Bon, déjà, c'est un mécanisme de défense, c'est important, hein, vous connaissez un peu ça. Donc, de base, ça permet de sortir de l'état psychique difficile, d'agir, même si c'est... Alors, il faut distinguer l'action et croire qu'avec l'action, on va absolument pouvoir tout révolutionner. C'est deux choses différentes. Mais déjà, le passage à l'action, c'est déjà une étape. Deuxième chose, c'est de le faire avec des gens, peut-être en associatif ou autre chose, hein, des groupes ou dans des champs professionnels. Tout ça, c'est favorable pour sortir d'un état où on se sent complètement envahi et alourdi par le problème. Voilà. Oui, alors je vais dire un peu là-dessus parce que dans la slide précédente, j'avais indiqué, vous voyez, le travail qui relie Johanna Messi. Donc, Johanna Messi, c'est une Américaine qui a plus de 90 ans, qui est écoféministe, spécialiste des sciences des religions, bouddhiste, et qui a inventé, il y a déjà un long moment, un dispositif d'accompagnement collectif pour traverser cette sensation d'écroulement, enfin de dégradation du monde. Et il y a 4 étapes. Bon, c'est pour ça que je vous en parle, parce que si on tape travail qui relie, on va trouver tout un tas de stages qui existent. Hein, aujourd'hui, c'est une manière de répondre à ce besoin d'être ensemble à traverser cette difficulté de voir l'état du monde, quoi, en gros. Et donc là, il y a s'ancrer dans la gratitude, honorer sa peine collectivement, ensuite se décaler, changer de perspective et agir. C'est les grands thèmes de ces stages qui peuvent durer 2-3 jours, ou on peut le faire en plus petit, en une journée. Voilà, ça permet quand même d'approfondir un peu ce qui se passe pour les gens. Et c'est bien pensé parce que
Il y a cette histoire notamment de gratitude hein, qui vient aussi d'autres cultures. Nous, on est un peu perdu ce sens de la gratitude. En fait, c'est un bon moyen aussi de s'ancrer dans quelque chose de différent pour pouvoir avancer. C'est vraiment très court. Et c'est pour vous le faire connaître. Oui, alors là, bon, là, l'enjeu de l'action, bah, je l'ai déjà un petit peu dit, individuelle, collective ou politique. Souvent, bon, je fais des ateliers, tout ça, je fais pas mal de choses dans ce domaine, et les personnes ne se représentent pas toujours les liens qu'ils ou elles ont avec, dans leur environnement. Hein. Ça peut être un lien familial, un lien de quartier, oui. Et comment, après, parce que pas mal de personnes sont coincées dans, oui, mais bon, qu'est-ce que je veux faire? Faire un truc collectif, pas seulement moi. Bah, en fait, c'est se représenter qu'on a déjà beaucoup de liens, beaucoup d'inscriptions dans le collectif, sans se rendre forcément, pas collectif en tout cas, qu'on est dans des microsystèmes, vous voyez, et donc avoir cette vision, ça permet de pouvoir après s'impliquer dans un domaine ou dans un autre. C'est-à-dire se représenter soi comme des gens en lien avec des gens, parce que c'est une réalité. Hein. Voilà. Donc il y a plein de possibilités qui existent. Alors après, il y a un autre petit apport que je fais sur ça. Peut-être, est-ce que vous connaissez Racines de résilience? C'est quelque chose, c'est un dessin avec un arbre inversé, avec plein d'actions possibles. Bon, j'en ai amené un, si tout à l'heure, vous regardez. C'est une manière déjà, par rapport à des personnes qui disent oui, mais bon, il ne se passe pas grand-chose. C'est une manière de mettre à plat qu'il se passe énormément de choses, de base. Et après, donc, il y a plein de domaines d'action. Et là, c'est une manière de penser ça qui est un peu différente. On se dit, bon, il y a la transition intérieure, comment moi, je me transforme aussi, peut-être, dans ma façon d'être, dans ma façon d'être dans le monde, d'être dans mes relations. Il y a la partie alternative, qu'est-ce qui peut être fait, action, pour transformer certaines pratiques. Et puis, un engagement carrément militant, politique, local, enfin, ce qu'on veut. On est dans des collectifs et transformer des décisions qui vont être prises, des choses comme ça. Et en fait, l'idée, c'est d'aider parfois les personnes. Enfin, moi, je peux utiliser ça dans certains cas, parce que c'est pas grave si on ne fait pas tout, de faire un petit bout de quelque chose. On peut, selon sa situation de vie, selon son âge, selon son état de santé, selon son appétence, selon tout ce qu'on veut, sa situation familiale, on peut peut-être, à ce moment-là, peut-être plutôt de faire un tout petit bout de quelque chose. Hein. Parce que parfois, il y a ce besoin de vouloir faire beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment arriver à se dire, bon, bah là, vu ma situation, je peux faire un petit peu telle chose. Et il n'y a pas de jugement à porter sur que ça, c'est mieux que ça. Parce que souvent, on s'auto-juge aussi. Hein. Les gens se jugent entre eux. Donc là, c'est chacun fait une petite part, on pourrait dire, de quelque chose avec ses capacités. Voilà, bah, j'ai cité ça, hein. Racine de résilience, où là, voilà, il y a plusieurs façons d'agir, soit s'interposer, soit régénérer, soit construire. Donc ça correspond aussi à la manière dont on est face au monde. On est plutôt dans une manifestation contre. Est-ce qu'on va plutôt essayer de faire modifier quelque chose là où on habite avec des gens? Est-ce qu'on va, oui. Et ça, on a des postures différentes qui peuvent évoluer dans le temps, d'ailleurs. Voilà, donc c'était l'arbre. Voilà, je vais parler. Parce que je voudrais vous parler un peu quand même de l'expérience. Je sais que ça peut peut-être vous intéresser dans l'école d'ingé, là, donc je vais vous parler après. Vite fait, donc les mécanismes de défense. Bon, juste, la seule chose que je peux dire, c'est que on est très en colère contre le déni, mais le déni a son utilité, malheureusement. Donc, c'est un sujet, ça. C'est-à-dire, les gens qui se mettent dans des positions de déni ou de refus, c'est aussi pour rester encore dans un état psychique potable, on va dire, méchant. Voilà. En fait, et donc, on ne peut pas les aborder en rejetant ça. Parce qu'au contraire, on risque de renforcer des défenses. Hein. Donc, c'est compliqué. Bon, il y a des gens qui cogitent là-dessus. Donc, c'est plutôt, ça peut être très douloureux, mais c'est plutôt écouter d'abord toute leur version. Peut-être qu'à un moment donné, se sentant écouté, il y aura peut-être une petite possibilité d'agir, pas de quelque chose soit entendu de différent. Ensuite, bon, la dissonance cognitive, ça, vous avez sûrement entendu parler. C'est le fait qu'on est pris dans des conflits intérieurs entre j'aimerais bien quand même faire, voilà, j'aimerais bien qu'il prenne l'avion parce que quand même je sais que c'est un problème, mais en même temps, bah là, je ne sais pas où, ou je sais quoi. Bref, on est pris entre des différents feux. La subliminarité, bon là, je vais peut-être pas en parler, c'est un peu long, mais par contre, j'aurais parlé d'un autre truc, c'est Gunther Anders, qui c'est des supraliminaires. Alors supraliminaire, ça veut dire qu'en fait, c'est difficilement concevable. Je trouve que ça, c'est intéressant. Il a fait émerger ce concept après Hiroshima et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a du mal à se représenter les choses.
C'est tellement une échelle, vous voyez, ça aussi, ça joue sur la difficulté dans le domaine. Alors alors maintenant, je vais vous parler les quelques minutes qui me restent d'une expérience à l'UTC, donc l'école d'ingénieurs à Compiègne, où depuis maintenant 3 ans, moi je suis intervenante dans un module. Donc, ce qu'ils ont à l'arrivée en première année, ils ont fresque du climat pour tout le monde. Donc là, ils arrivent en septembre, il y a 450 personnes, donc il fallait former des animateurs fresques. Donc ils ont formé des animateurs fresques en intra, enfin, dans l'école déjà, ceux d'avant. Donc ils animent ça pour tout le monde. Et après, il y a 6 ou 7 conférences. Oui, vous avez mis les thèmes: énergie, biodiversité, approche systémique, modèle économique, inaction. Piste de transformation, il y a aussi l'ingénieur, bon, enfin, 6 ou 7. Et tous les 15 jours, ils ont 2 heures. Et après, la semaine d'après, ils ont un groupe dit de régulation. Ils sont par groupe de 8. Et c'est d'autres étudiants qui animent ces groupes de 8. Et moi, je forme les étudiants qu'on appelle des animateurs, qui donc vont partager, vont animer une séance d'une heure avec un groupe de 8, où il y aura 3 aspects. Il y aura l'aspect revenir sur le contenu de la conférence, magistral, quoi, rapidement, les principaux concepts. Il y aura un aspect qui sera, mais qu'est-ce que vous ressentez avec ça? Bon, ça, c'est un peu théorique parce qu'on ne fait pas forcément à chaque fois systématique, mais globalement, c'est un peu leur cahier des charges. Voilà, et qu'ils puissent dire ce qu'ils ressentent quand ils ont entendu ça. Et le troisième aspect, ça va être plutôt des débats, des discussions. Euh, donc là, c'est les compétences multiples que ça donne. C'est-à-dire que moi, quand je les forme à tout ça. C'est-à-dire à la fois animer un groupe, bon, la connaissance des enjeux, c'est pas moi, c'est les conférences, hein, c'est pas moi. Médiation cognitive, comment on fait, quels outils on utilise pour pouvoir permettre l'expression, par exemple, parce que c'est pas juste bon, vous ressentez quoi, il y a des outils. Comment on accompagne l'expression sur un sujet sensible. Comment on maîtrise les cadres aussi, parce que c'est pas le même cadre qu'un cours. À un moment donné, c'est un cours où on va, enfin c'est un temps où on va aussi mettre des mesures un petit peu de protection, parce qu'on exprime des choses plus personnelles. Conscience des réactions et des stratégies, et se positionner parce qu'ils sont à la fois étudiants et à la fois ils s'occupent d'autres étudiants. Donc ça donne quand même une bonne expérience d'apprentissage pour ces jeunes. Et là, c'est quelques retours. J'aurais noté. J'ai ressenti beaucoup de motivation. J'ai appris à préparer une séance, à laisser mes émotions de côté. Comment je fais quand je suis pas neutre, vous voyez, tous ces sujets aussi. Voilà, ils sont très motivés en général. Après, il y a un effet positif, c'est-à-dire qu'ils ont des étudiants qui l'année d'après veulent faire ça. Ça tombe plutôt bien. Donc je crois que j'ai fini. Ah oui, les animés. Alors les animés, ils sont très contents que ça soit fait par des étudiants. Ça change vraiment la donne. Et vous voyez, ils disent, qu'est-ce que ça m'a apporté en priorité? On n'a pas induit. Hein. Partage des ressentis, 78%. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est là où ils se disent, bah là, enfin, je peux dire ce que je ressens, vous voyez. Même si, évidemment, ils vont aussi travailler sur les contenus, ils vont travailler sur... Voilà. Bon, là, c'est des livres. Bon, vous l'aurez dans le PowerPoint, avec des gens que j'ai cités. Et puis là, c'est des sites. Voilà. Donc, le RAFU, différents sites si vous voulez approfondir le sujet. Voilà, mes références. Bon. Voilà, donc je crois que j'ai fini, hein. Sébastien, c'est bon? Eh ben, merci beaucoup.